et c'est peut-être la plus importante, c'est qu'on ne propose pas au gouvernement de basculer dans un régime d'obligation de la migration vers l'IPv6, puisque notre analyse, c'est que c'est beaucoup trop tôt. Nous, on croit beaucoup qu'il faut installer un double niveau d'échange. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'échanges techniques, mais ça remonte pas assez, peut-être, au niveau des grands décideurs qui vont intervenir dans la chaîne technique. Well, actually, I was not briefed by my team about the fact that I had to speak in English. Thank you for that. Well, I will switch to French, but just as an introduction, thank you very much for giving me the opportunity to present you in exclusivity our report that we are publishing today about the migration to IPv6 in France, which we have elaborated with the help of AFNIC, the French association that you know very much, already. So this report has been issued as an opinion that the French government asked us about how we can accelerate IPv6. And just before to switch to French, what we are trying to insist on in this report is not only, you know, I don't know if you know Simon Sinek, this guy which has a theory about how to convince people to do something. And this guy explains that generally when people try to explain you something, they explain you what they are doing. Sometimes people explain you how they are doing stuff, but very rarely they explain you why they are doing things. And I think with IPv6, which is very important, is to explain why we need it. And that's what we tried also to do in this report, not only what does it mean to ensure this migration, how we can accelerate it, but also why is it so important. So thank you very much, and now I switch to French. Donc ce rapport, nous le remettons, nous l'avons remis en fait il y a 3 mois déjà au gouvernement, nous le publions aujourd'hui, et donc nous espérons que le gouvernement va reprendre un certain nombre de ces recommandations que nous faisons. Merci. Donc déjà, bon, le point de départ qui est évidemment très connu de cette communauté. Moi, je m'excuse, j'ai appris comment fonctionnaient un peu les réseaux, mais bon, après, j'ai arrêté de travailler. J'ai travaillé dans l'administration, donc je suis pas un vrai geek évidemment par rapport à vous. Donc, en gros, le point de départ, c'est que bon, il y a un certain nombre d'observatoires qui existent déjà sur la migration vers l'IPv6. Il y a beaucoup de mesures en fonction de où est-ce qu'on mesure, au niveau des terminaux, au niveau des échanges, au niveau des FAI, etc. En gros, la mesure au niveau des FAI, elle montre qu'il y a eu un premier mouvement, que lorsque Free a voulu installer IPv6 en natif, mais qu'ensuite on est passé dans un espèce de long plateau, très très long, et qu'il y a une petite relance qui arrive avec une initiative récente d'Orange, mais ce qu'on anticipe, c'est que voilà, on va arriver à des taux qui seront un petit peu plus nobles en regardant le classement européen, mais qu'on ne va pas particulièrement performer, devenir les leaders européens de l'IPv6. Donc une fois qu'on a dit ça, on a fait un certain nombre de propositions au gouvernement pour essayer d'accélérer. Donc on a fait 6 propositions, et déjà, il y a une 7e proposition qui n'est pas là, et c'est peut-être la plus importante, c'est qu'on ne propose pas au gouvernement de basculer dans un régime d'obligation de la migration vers l'IPv6, puisque notre analyse, c'est que c'est beaucoup trop tôt, et qu'on en est encore, compte tenu du nombre d'intervenants extrêmement importants qui arrivent là-dedans, dans le moment où il faut créer une ambition globale, une dynamique globale. On est un peu, vous savez, dans ces courbes en S, on est au moment où, bon, voilà, on est là, on aimerait que ça aille là, et puis peut-être que le jour où on sera très haut, pour terminer, il faudra peut-être faire de l'obligatoire pour vraiment complètement switcher vers l'IPv6, mais que c'est trop tôt de rentrer dans cette dynamique. Je le précise parce qu'il y a eu beaucoup de discussions dans le cadre de la loi numérique d'Axel Lemaire sur le fait de savoir s'il fallait aller directement à l'obligation ou pas, et donc nous on pense qu'il vaut mieux rester dans une logique d'accompagnement. Alors la première chose que peut faire l'État, c'est bien évidemment montrer l'exemple.
Et il y a eu une circulaire qui a été établie en 2011 qui prévoyait que l'État recourt pour ses services à l'IPv6. Voilà, on peut dire que cette circulaire pourrait être mieux respectée, pour rester poli. Et donc, nous estimons qu'il y a une relance nécessaire à faire. Et alors, je le dis d'autant plus facilement que, par exemple, nous, à l'ARCEP, on s'est posé la question de savoir si on était en IPv6, et la réponse est non. Et quand j'ai dit à mes équipes, oh là là, mais ça va être terrible, vous vous rendez compte, on sort un rapport sur l'IPv6, on l'est même pas nous-mêmes, on va vraiment passer pour des tartempions. Et donc, bon, bah, allons-y, quoi, basculons, quoi. Et alors là, je me suis rendu compte de la complexité. Ah oui, mais alors le prestataire nous dit que, machin, etc. Donc, peut-être qu'on y arriverait un jour, mais pour l'instant, on n'y est pas. C'est un mouvement d'ensemble. Vous savez, dans l'État, on fait appel à un certain nombre de marchés publics type de l'UGAP. Voilà, il faut qu'il y ait toute une machine qui se mette en place pour permettre cette bascule au niveau de l'État. La deuxième chose, c'est la généralisation de l'enseignement d'IPv6. Ce qui est constaté dans ce rapport, c'est que encore un certain nombre de formations sont trop IPv4 centriques, qu'on apprend éventuellement l'IPv6 un quart d'heure à la fin de la formation. Et donc, il y a sans doute une impulsion nouvelle pour vraiment que ça soit le point de départ des formations en la matière. Ensuite, il y a la question des espaces d'échange. Nous, on croit beaucoup qu'il faut installer un double niveau d'échange. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'échanges techniques, mais ça remonte pas assez, peut-être, au niveau des grands décideurs qui vont intervenir dans la chaîne technique. Et donc, on propose des cycles d'échange qui se fassent vraiment à bon niveau avec l'ensemble des acteurs concernés et qu'on puisse faire chaque année une espèce d'événement IPv6. Quand je dis « on », c'est qui voudra bien, hein, c'est pas l'ARCEP, de manière à entraîner cette dynamique. La quatrième proposition, c'est d'améliorer la coordination. Là, on propose très concrètement donc, de publier un observatoire de l'IPv6 qui ne soit pas un nouvel observatoire, mais qui soit d'abord une agrégation de ce qui existe, parce qu'il y a déjà beaucoup d'observations, et qui le complète le cas échéant. Et surtout, qu'il puisse y avoir un endroit qui puisse rassembler toutes les initiatives des uns et des autres. Parce qu'en fait, chaque acteur pris isolément a peut-être un plan de migration. Mais ce serait quand même rudement plus commode si chacun connaissait le plan de migration des autres. Voilà. Donc, ce qu'on recommande, c'est qu'il y ait quelqu'un qui rassemble toute cette information et qui puisse la restituer publiquement. Ensuite, évidemment, la meilleure information de l'utilisateur, de manière à ce que quand les utilisateurs s'engagent auprès d'un FAI ou qu'ils achètent un terminal, qu'ils puissent être informés sur les questions de compatibilité. Et enfin, qu'on puisse préparer la fin d'IPv6. Donc là, c'est le moment, la fin d'IPv4, pardon. C'est le moment où on commencera à être sur le haut de la courbe en S. Il faudra vraiment se poser la question du vidage, entre guillemets. Et là, bah, il y aura un moment, mais on n'y est pas encore, où il faudra se poser la question des obligations légales ou réglementaires qu'il faudra imposer aux acteurs. Donc voilà nos propositions. On attend la réaction d'Axel Lemaire et de son équipe. En tout cas, nous, sans attendre, on se met en ordre de marche pour publier cet observatoire de la migration qui sera publié normalement d'ici la fin de l'année, en tout cas dans une version bêta. Voilà ce que je voudrais vous présenter. Peut-être un mot, on m'a dit que j'avais le droit de vous dire un mot sur la neutralité du net. Et puis ensuite, j'arrête de vous embêter. Si on peut voir la dernière slide. Donc juste pour vous dire que ça y est, la neutralité du net est définie. Elle est définie par un règlement européen. Nous sommes le seul endroit de la planète qui dispose d'une loi sur la neutralité du net. Ailleurs, il y a des décisions de régulateurs, mais le régulateur, on peut changer son boss, et puis ces décisions, elles peuvent être écartées ou challengées en justice. L'Europe est le seul endroit où il y a une loi sur la neutralité du net. Cette loi, elle a été précisée par le BEREC, qui est le groupe des régulateurs européens, qui a donné des lignes directrices sur comment l'appliquer, de manière à ce qu'elle soit appliquée de manière harmonisée en Europe. Et maintenant, chaque gendarme national va la faire respecter. Et donc, ce que je voulais simplement vous dire, c'est comment on va la faire respecter, nous, ARCEP. Il va y avoir une phase de diagnostic pour pouvoir détecter les éventuelles infractions à la neutralité du net. Et là-dessus, on va faire appel à plusieurs choses. On a des pouvoirs d'enquête, des pouvoirs d'investigation, notamment la loi numérique nous permet maintenant de faire des perquisitions, le cas échéant chez les opérateurs, pour pouvoir constater les infractions. On va mettre en place un espace de signalement, c'est-à-dire un outil informatique qui permettra à des personnes qui voient des problèmes de pouvoir nous les faire remonter. Bon, ça va nous demander un peu de temps de développement. Il y a bien évidemment tout un tas d'initiatives de la société civile qui existent, des plateformes de détection et qui nous permettront d'être informés.
un travail de veille qu'on fera en allant simplement sur Internet, regarder les conditions générales d'utilisation des services pour vérifier que le peer-to-peer n'est pas interdit, ou etc. Et puis évidemment, il y aura des questions de coopération internationale, puisqu'il y aura des échanges de bonnes pratiques à l'intérieur du BEREC, pour pouvoir, qui est l'organe européen des régulateurs, pour pouvoir avoir une approche commune. Et puis il y aura la mise en conformité. Donc là, c'est vraiment le gendarme. Avec l'adoption de la loi numérique il y a 2 jours ou hier, nous sommes maintenant officiellement capables de sanctionner un opérateur qui ne respecterait pas la neutralité du net. Et donc je rappelle que la sanction peut aller jusqu'à 3% du chiffre d'affaires d'un opérateur. Donc c'est une sanction assez dissuasive quand on sait le chiffre d'affaires des opérateurs télécoms en France. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis désolé si j'ai été trop long. Merci beaucoup de nous avoir accueillis de manière impromptue et je vous souhaite une bonne fin de réunion.